Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 27 juillet. Les efforts déployés par l'Algérie pour la réconciliation palestinienne salués au cours d'un débat du Conseil de sécurité de l'ONU consacré à la situation au Moyen-Orient. Vers une délocalisation des manœuvres militaires African Lion, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, cherche des alternatives au Maroc, poussé par leur coût et par l'absence de volonté de Rabat pour résoudre la question du Sahara occidental. La nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz annoncée par le russe Gazprom agace les pays de l'Union européenne. Berlin dénonce une décision politique. Prague suggère une réduction de sa dépendance envers les approvisionnements russes. Bonne nouvelle pour le marché des céréales avec l'inauguration ce mercredi à Istanbul du centre de coordination conjointe chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Bonsoir à tous. La situation au Moyen-Orient, particulièrement la question palestinienne, l'objet d'un débat hier au Conseil de sécurité de l'ONU, un débat au cours duquel plusieurs membres du Conseil ont largement souligné et hautement apprécié les efforts déployés par l'Algérie pour la réconciliation palestinienne. Neila et Hamouda. Au moment où les exactions contre le peuple palestinien se poursuivent en Cisjordanie occupée et Al-Quds occupée, l'ONU et la communauté internationale réclament l'arrêt de la violence, estimant que des mesures immédiates pour soutenir le peuple palestinien doivent être prises. Le président du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que plusieurs autres pays ont appelé la communauté internationale à appuyer tous les efforts déployés en vue de faire aboutir à une réconciliation interpalestinienne, relevant l'importance que représente l'entente entre les différentes factions palestiniennes pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable. Dans ce sillage, l'organisation onusienne applaudit les efforts déployés par l'Algérie pour le rapprochement interpalestinien, un rapprochement concrétisé il y a quelques jours par la rencontre entre Ismail Haniyeh et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Alger, en marge de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance algérienne. L'option d'Alger a été confirmée par Nadir Al-Arbaoui, le représentant permanent auprès des Nations Unies. L'Algérie, comme l'a souligné le président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a pas cessé d'appeler la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, notamment celle de faire cesser les exactions et les violences criminelles contre le peuple palestinien, mettre fin à l'occupation et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes pour établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale. Nadir Al-Arbaoui a estimé que la politique coloniale à l'encontre du peuple palestinien doit cesser par une protection internationale. L'Algérie n'a ménagé aucun effort au plus haut niveau pour assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et aux lieux saints et de mettre fin à l'oppression exercée impunément par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien. Le diplomate algérien est revenu sur le fait que l'Algérie reste fidèle aux principes sacrés de la cause palestinienne et aux droits inaliénables sur sa terre légitime, la Palestine. Je vous en parlais en titre, l'African Lion délocalisé. Tout porte à le croire. En effet, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, est en train d'explorer d'autres lieux que le Maroc pour organiser ses manœuvres militaires. Ces exercices budgétivores reviendraient trop cher, selon le Congrès américain. Trouver un autre terrain de jeu est également justifié par l'absence de volonté et de sérieux de Rabat pour résoudre la question du Sahara occidental. Karim Bouaziz.
D'autres lieux du continent en Afrique pour organiser les manœuvres de l'African Lion dans le futur, d'après le commandant-chef, le général Stephen Townsend, au cours d'une conférence en ligne. L'Afrique centrale, voire la RDC, réel vivier en différents minerais et sources d'énergie, pays où la présence russe et chinoise d'ailleurs se fait de plus en plus sentir, devrait attirer le contingent africain sous commandement américain dans un avenir proche, même si rien n'est confirmé par le haut gradé Townsend. On le rappelle, en juin, les quelques 7000 militaires américains se sont distingués sur le continent avec la mission African Lion au Maroc, où 40 pays partenaires, dont 13 pays africains, avec comme entité observatrice leader sioniste, le tout réuni pour l'exercice annuel de l'Africancom, budget de la démonstration trop sensible pour être divulgué, mais assez pour en tout cas tirer le Congrès américain, lequel plaide à l'avenir pour une diversification des exercices militaires à travers d'autres lieux que le Maroc, ou plus particulièrement en République sahraoui. Le Maroc n'a montré aucune volonté ni fait preuve de sérieux pour résoudre la question du Sahara occidental. Les États-Unis devraient trouver un emplacement alternatif pour accueillir leur exercice militaire annuel qui se déroule chaque année au Maroc. Après toutes ces années, il n'a montré aucune volonté de résoudre le conflit sahraoui. Au contraire, le Maroc a entravé les efforts visant à trouver une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. En termes juridiques, il a noté que l'Africancom fait partie au sein d'un unique commandement, l'US African Army, dont l'objectif officiel serait de contrecarrer, et c'est dans le texte d'après les documents officiels, une maléfique activité et agression militaire aggravée en Afrique, avec comme référence toujours la Russie et la Chine, et pourquoi pas d'autres pays plus proches géographiquement du Maroc qui sert désormais de base militaire arrière et stratégique pour les militaires américains, mais également les conseillers sionistes. Ces derniers d'ailleurs ne freinent plus leur élan pour désigner tout bonnement, entre guillemets, l'ennemi algérien, assimilé sans coup férir à un État salafiste, d'après un ancien ponte de leurs renseignements généraux. Sur le plan social, les mouvements de protestation contre la vie chère et les restrictions sur les libertés ne faiblissent pas au Maroc, malgré l'usage de la force et l'oppression des vagues populaires. En effet, les ras-le-bol se font entendre chaque jour contre la corruption, notamment. Amin Touta. Des voix et des manifestations incessantes rejetant la réalité sociale et dénonçant l'état des libertés et des droits au Maroc. Des vagues de protestations réprimées par des campagnes autoritaires dont l'unique objectif est de faire taire la rue et l'utilisation de l'état d'urgence sanitaire comme un rempart à une pression accrue sur le gouvernement de Aziz Akhnouch. Et dont les mouvements sociaux ne cessent de réclamer son départ, notamment après la hausse sans précédent du prix des carburants et la crise d'approvisionnement en eau potable, ainsi que la croissance des disparités sociales. Une conjoncture sociale qui s'est étendue à la situation politique actuelle, liée à la restriction des libertés individuelles et la répression pratiquée contre l'opposition indépendante et les militants de la société civile. Une opposition concrétisée par les vagues de manifestations contre la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste depuis décembre 2020. Un rapprochement contraire aux principes et à la volonté populaire. Dans ce contexte, les opposants à la normalisation ont organisé la semaine passée un sit-in devant le siège du Parlement, dénonçant la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste d'occupation à Rabat et rejetant les accords de normalisation. Dans l'actualité également, les Tunisiens ont dit oui à la nouvelle constitution proposée par le président Kais Saied. La nouvelle loi fondamentale a été adoptée à une majorité écrasante de 94,6% selon les résultats préliminaires, résultats officiels préliminaires annoncés tard hier par le président de l'autorité électorale Farouk Bouasker à l'issue de longues opérations de dépouillement. Mesdames et messieurs, chers invités, le nombre total d'inscrits pour le référendum du 25 juillet a atteint les 9 278 541 électeurs, représentant tous les Tunisiens que l'on peut qualifier d'électeurs. La haute autorité indépendante pour les élections déclare l'acceptation du texte du nouveau projet de constitution de la République tunisienne, soumis à un référendum conformément à l'article 117 de la loi fondamentale.
Toujours en Afrique, l'armée malienne a annoncé avoir été victime d'attaques terroristes simultanées, tous ce mercredi dans les régions de Nara, près de la frontière avec la Mauritanie, et de Ségou, dans le centre du Mali. En outre, aucun bilan officiel n'a été annoncé, ni par l'armée, ni par les autorités de la transition ces dernières semaines. Plusieurs camps militaires ont été visés par des attaques terroristes et attentats à la voiture piégée. En RDC, 15 personnes, dont 12 civils et 3 casques bleus, ont été tuées lors des manifestations de lundi et mardi dans les villes de Goma et Butembo. Des manifestations contre la présence de la mission onusienne dans le pays. Hier, lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale, les autorités congolaises et la MONUSCO ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête mixte pour établir les responsabilités sur les tirs qui ont fait des victimes. Ce qui se passe, c'est que la population est fatiguée avec la présence de la MONUSCO qui ne fait absolument rien pour elle. Voilà ce qui se passe. La population est très fâchée. Fâchée contre la MONUSCO qui est dans le pays depuis maintenant 22 ans, je crois. 22 ans et il n'y a pas de suite favorable. La présence de la MONUSCO nous a insécurisé davantage, d'autant plus que c'est anormal. La mission qui est venue chez nous, dans le cadre d'éradiquer les groupes armés, mais cette même mission est en train de contribuer d'une manière ou d'une autre maintenant à l'augmentation des groupes armés ou à la naissance des groupes armés. Et attentat suicide en Somalie, au moins 9 personnes, dont un haut responsable politique local, ont été tuées ce mercredi à Marca, dans le sud du pays, par un kamikaze qui s'est fait exploser près d'un bâtiment gouvernemental. Selon des médias, les terroristes Chebab ont revendiqué cet attentat suicide, affirmant avoir ciblé le préfet du district de Marca. Le président français poursuit sa tournée africaine. Emmanuel Macron veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat en pariant sur le soft power. Au deuxième jour de sa tournée, il a participé à une table ronde avec son homologue béninois Patrice Talon à Cotonou, la capitale du Bénin. Après le Cameroun et le Bénin, Macron doit se rendre en Guinée-Bissau. Et devant un parterre de journalistes à Cotonou, Emmanuel Macron, accompagné de son homologue béninois Patrice Talon, a souhaité bâtir ensemble la rénovation de la présence française et du partenariat en matière de sécurité au Bénin. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations planifiées. Tournée africaine également pour Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a appelé ce mercredi à Addis Abeba les pays en développement, notamment africains, à ne pas soutenir un modèle régi par les États-Unis, les avertissant qu'ils pourraient être les prochains à subir les foudres américaines. Lavrov s'adressait à un parterre de diplomates majoritairement africains à l'ambassade de Russie en Éthiopie, dernière étape d'une mini-tournée africaine qu'il a aussi conduit en Égypte, au Congo-Brazzaville et en Ouganda. After that, they will be done forever. This is really. Ce dont nous sommes témoins maintenant, surtout alors que l'Occident lance une campagne sans précédent de sanctions, d'accusations, de menaces contre la Russie, et quiconque ose soutenir la Russie, ou même ne pas condamner la Russie, c'est une période historique très importante. Et c'est ce qu'indique cette campagne menée par l'Occident. C'est à nous de décider si nous voulons vivre dans un monde où nous avons ce qu'on appelle le collectif de l'Occident, totalement uni derrière les États-Unis et totalement opposé aux États-Unis.
qui se sent libre et estime avoir le droit de décider quand et comment promouvoir ses propres intérêts, sans respecter le droit international, sans respecter l'égalité souveraine des États. Et justement, je vous en parlais en titre, le géant gazier russe Gazprom a encore réduit aujourd'hui ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream à 33 millions de mètres cubes jour. À la suite de cette baisse d'approvisionnement, Berlin dénonce une décision politique et Prague suggère que l'Europe s'affranchisse de Moscou. Mohamed Wali Ben Shaban. Le géant russe Gazprom baisse encore un tiers de ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream en raison d'une opération de maintenance prévue sur une turbine. L'Allemagne cible la Russie. Si Gazprom justifie ces baisses par des raisons techniques, Berlin considère cette réduction comme une décision politique de Moscou, dans un contexte de vive tension avec les pays occidentaux à cause du conflit en Ukraine. Pour Prague, l'Europe doit réduire sa dépendance au gaz russe dès que possible. Hier, Gazprom a annoncé une nouvelle réduction de l'approvisionnement en gaz, ce qui a immédiatement provoqué une hausse des prix. C'est une preuve supplémentaire que nous devons reprendre les choses en main et nous devons réduire les dépendances aux approvisionnements russes dès que possible. Bruxelles propose de diminuer de 15% la demande européenne de gaz à partir du mois d'août prochain, afin de pouvoir passer l'hiver sans catastrophe majeure. Cette mesure vise à mutualiser l'effort en cas d'urgence pour aider notamment l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. En juin dernier, la Russie avait déjà coupé à 2 reprises le volume de ses livraisons de gaz au vieux continent. Et à noter que les réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré une baisse plus forte que prévu la semaine dernière, selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Et si l'approvisionnement en hydrocarbures piétine toujours, celui des céréales rencontre des progrès avec l'inauguration ce mercredi à Istanbul du centre de coordination conjointe chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, fruit d'une médiation turque entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. On estime à quelques 25 millions de tonnes de céréales restées bloquées dans les ports d'Ukraine depuis le 24 février. Mohamed Amina Berkan. Conformément aux accords signés le 22 juillet entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie, le centre de coordination conjointe chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire a été officiellement inauguré mercredi à Istanbul. Le centre installé au sein d'une académie militaire sera dirigé par 5 représentants de la Russie, de l'Ukraine et de l'ONU ainsi que de la Turquie, tant militaire que civil, précise le ministre turc de la Défense lors d'une brève cérémonie. Ce centre a pour mission d'assurer la sécurité du transport maritime des céréales et des produits alimentaires similaires exportés par l'Ukraine depuis les ports d'Odessa, de Tchernomorsk et de Yuzhny. Actuellement, la préparation et la planification des premiers navires chargés de céréales qui quitteront les ports ukrainiens se poursuivent. Quelques 25 millions de tonnes de céréales, en particulier de blé, restées bloquées dans les ports d'Ukraine par l'opération spéciale russe depuis le 24 février, font cruellement défaut aux marchés mondiaux. Et c'est donc le centre de coordination conjointe qui sera chargé de conduire les inspections de navires au départ et à l'arrivée d'Istanbul, afin de garantir qu'ils ne transportent rien d'autre que des céréales. Il est certain que le premier objectif de cette initiative est d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des navires marchands. Donc, bien sûr, toutes ces considérations seront prises en compte. L'accord couvre les céréales, les produits alimentaires et les engrais. C'est ce qui est couvert par l'initiative. Je pense que l'origine de ces produits reste à déterminer. Le centre de coordination conjointe aura pour objectif principal immatriculer et suivre les navires marchands qui participeront au convoi, assurer leur suivi via Internet et par satellite, inspecter les bateaux par des équipes d'inspection conjointes aux endroits appropriés lors du chargement dans les ports ukrainiens.
Et en parlant de crise céréalière, le Liban est dans le pétrin, frappé de plein fouet par la crise économique et les conséquences du conflit en Ukraine. Le pays du Cèdre connaît actuellement une pénurie de blé, conséquence de longues files d'attente devant les boulangeries. Safouane Ben Sabri. Des files d'attente de plus en plus longues devant les boulangeries, le Liban est en proie à une crise du pain qui pousse les Libanais à faire part de leur désarroi. Le pays traverse une crise économique et politique depuis l'explosion du port de Beyrouth il y a maintenant 2 ans. La situation s'est aggravée depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le pays a importé 80% de son blé depuis l'Ukraine. Les Libanais subissent ainsi les dommages collatéraux du conflit ukrainien et les conséquences d'une gouvernance improvisée. Je suis paralysé. J'ai attendu 3 heures pour acheter ce pain et ils m'ont fait payer 20 000 livres libanaises, soit 13 €. Il ne me reste que 1000 LBP, 65 centimes, pour rentrer chez moi. En réponse à cette période de trouble, le Parlement libanais a approuvé mardi un prêt de 150 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer les importations de blé dans un pays qui en dépend grandement. L'explosion du port de Beyrouth a éventré les silos à céréales en août 2020, ce qui a rendu l'importation et le stockage de blé d'autant plus compliqués. Les prix du pain augmentent régulièrement du fait de la baisse de la valeur de la livre libanaise dans un pays frappé depuis 2019 par une crise économique sans précédent. L'effondrement du système bancaire a plongé 80% de la population sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU. Dans l'actualité également, le gouvernement espagnol s'est engagé ce mercredi lors d'une nouvelle séance de discussion avec le gouvernement indépendantiste catalan à demander au Parlement européen que la langue catalane puisse être utilisée en séance plénière. C'était à l'issue de la 3e réunion depuis le début des pourparlers en février 2020 entre le gouvernement de Pedro Sánchez et l'exécutif régional destiné à trouver une solution à la crise séparatiste en Catalogne. Dos acuerdos muy Nous sommes parvenus à 2 accords aujourd'hui, 2 accords très importants aux yeux du gouvernement espagnol. Le premier, un accord pour surmonter la judiciarisation de la politique et renforcer les garanties du dialogue, et un deuxième accord pour la protection et la promotion de la langue catalane. Plus de confrontations stériles entre une partie de la Catalogne qui tente d'imposer ses postulats à une autre partie de la Catalogne. Maintenant, l'engagement porte sur des accords larges, des accords transversaux, des accords très majoritaires qui parviennent à surmonter les conflits. que consigan superar los conflictos. L'accord pour surmonter la judiciarisation et renforcer les garanties a été approuvé. Il comprend la reconnaissance que le processus de judiciarisation a exacerbé le conflit politique et que la déjudiciarisation doit garantir un processus de négociation avec des garanties et des conditions égales. Il reconnaît également que la solution politique passe par la satisfaction des demandes démocratiques soutenues par une large majorité sociale et transversale. Les trains à l'arrêt au Royaume-Uni. Quelques 40 000 cheminots britanniques sont en grève ce mercredi pour les salaires et les emplois. Un mois après leur plus grosse grève en 30 ans, en pleine crise du pouvoir d'achat. Ça va être très difficile de rentrer chez moi. J'habite sur la côte sud et il n'y a aucun train vers la côte sud. J'ai dû passer quelques jours à Londres pour mon travail et je pense que je vais devoir rentrer chez moi en bus. Les trains sont bondés. Beaucoup de gens n'ont pas pu monter dans le train alors qu'ils auraient pu le faire normalement. Je suis sûre que ce qu'ils essaient d'obtenir, c'est un salaire plus élevé. C'est dans leur intérêt et ils devraient sans doute être rémunérés en conséquence. Mais cela affecte toute Londres en même temps. Et pendant ce temps, les avions sont cloués au sol en Allemagne. Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa a annulé ce mercredi la quasi-totalité de ses vols en Allemagne en raison d'une grève de son personnel au sol, dans un contexte déjà tendu pour l'aviation européenne. Plus de 130 000 passagers sur près d'1 millier de vols sont concernés.
Les employés de Lufthansa se sont mis en grève aujourd'hui parce que les responsables de Lufthansa n'étaient pas prêts, après 2 sessions de négociation, à présenter une offre acceptable. La direction de Lufthansa a proposé des augmentations de salaire qui dépendent des bénéfices de l'entreprise, ce qu'un syndicat ne peut évidemment pas accepter. La station-service ou le propriétaire de votre logement ne s'intéresse pas à l'évolution de Lufthansa, mais ce qui compte, c'est que je bénéficie d'une augmentation fixe en tant que salarié, afin que je puisse encore subvenir à mes besoins demain. Dans l'actualité également, la Chine a averti ce mercredi que les États-Unis porteront la responsabilité d'une visite potentielle à Taïwan de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, et devront en assumer toutes les conséquences. Pékin s'oppose à tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays, estimant que ce territoire est une de ses provinces historiques. Nous avons affirmé à plusieurs reprises notre position solennelle, à savoir que nous sommes fermement opposés à la visite de la chef de la Chambre des représentants Pelosi à Taïwan. Si les États-Unis s'obstinent et remettent en question la ligne de fond de la Chine, ils devront inévitablement faire face à des contre-mesures fermes. La partie américaine assumera toutes les conséquences qui en découlent. Aux Philippines, à présent, un violent séisme de magnitude 7 a frappé ce mercredi le nord du pays, faisant au moins 4 morts, semant la panique parmi les habitants et faisant trembler les immeubles jusqu'à dans la capitale Manille, à 300 km de là. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est réuni avec d'autres responsables pour discuter de l'étendue des dégâts. Ce que nous craignons, c'est qu'il pleuve. Comme la montagne a été secouée, il y aura à nouveau un grand danger de glissement de terrain. Nous surveillons donc cela. Habituellement, nous pouvons identifier les zones à risque et les surveiller. Nous espérons qu'il ne pleuvra pas, au moins pendant les 2 prochains jours, afin de stabiliser surtout les routes et de pouvoir inspecter les maisons pour voir si elles sont sûres. Mais probablement pas maintenant, car même si elles sont structurellement sûres, il y aura des contre-coups et c'est là que nous pourrions avoir des problèmes. Un mot de sport, les footballeuses sud-africaines à l'honneur. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa les a reçues ce mercredi au siège du gouvernement à Pretoria. L'équipe féminine d'Afrique du Sud qui a été sacrée championne d'Afrique des Nations samedi à Rabat. Lorsque vous êtes entré sur le terrain à Rabat samedi soir, nous, les Sud-Africains, 60 millions d'entre nous, étions avec vous par l'esprit. Nous étions presque avec vous sur le terrain. Et nous vous avons regardé entrer sur le terrain comme des gladiateurs, comme nos guerrières. Vous alliez vraiment à la guerre au nom de 60 millions de personnes. Et puis les bacheliers algériens honorés par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a présidé ce mercredi à Alger la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, au cours de laquelle il leur a remis des médailles, des prix et des récompenses financières. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir, mais aussi interagir avec nous via nos différentes plateformes numériques et réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Vous n'avez qu'à scanner le QR code qui apparaît en bas de l'écran. Excellente soirée sur Al24 News.